Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et c'est le circuit Connaissance du Monde qui est le bras commercial armé des explorateurs, où ces explorateurs reviennent vous raconter leur merveilleux voyage. On est à une époque où personne ne voyage, ou que les bourgeois, ou que les gens riches. La Société des explorateurs, d'ailleurs, s'appelle, c'est marrant, en 1937, le Club des voyageurs et des explorateurs français. Mais il faut imaginer qu'il n'y a pas d'avion low cost, il n'y a pas de voyageurs. Le Front populaire va permettre aux Français d'avoir des congés payés, de voyager, mais on voyage en France. Jusqu'à la plage. Voilà. Exactement. Alors, comment il les découvre, ces Inuits? Parce que ça ne vient pas comme ça. Oh, la légende dit que c'est sa photo, ses récits, qu'il lisait l'illustration dans sa mansarde, comme il l'appelle, et que toute sa vie n'avait que deux rêves, c'était les Esquimaux et plus sûrement les Polynésiens. Et en fait, en écrivant cette biographie avec Daphné, on a découvert qu'en fait, il était au musée d'ethnographie à Trocadéro, que son professeur, qui l'aimait beaucoup parce qu'il a une bonne tête, il a la tête du bon élève, des beaux yeux bleus. Beau mec en fait. Ouais, et puis il sait y faire. Et son professeur, Paul Rivet, lui dit, écoutez, Victor, je sais où je vais vous envoyer, c'est Madagascar. Et pour Victor, beaucoup, je pense, auraient accepté. Madagascar, la Grande Île, les tropiques. Et Victor sait que ça ne va pas le faire parce que Madagascar, il y a déjà beaucoup d'études, tout a été fait et ce n'est pas un territoire qui va être porteur. Et il sait, en revanche, que sur la côte est du Groenland, à Massalik, on les a découverts 45 ans au préalable, donc c'est une population qu'on connaît très très mal, que les Danois les protègent en n'envoyant que des ethnologues pour pas envoyer d'épidémie, puisqu'on a compris que quand l'homme blanc arrivait, il pouvait décimer des populations entières. Et Paul-Émile Victor se dit, c'est là que je dois aller. Le problème, c'est que pour y aller, à l'époque, il n'y a que le bateau, mais il sait que Charcot, il va chaque été, sauf que Charcot, il va 500 km plus au nord qu'à Massalik, et au Toupet, il va écrire au commandant Charcot, qui à l'époque va bientôt prendre sa retraite, et le grand explorateur de l'Antarctique. Tous les étés, depuis la guerre 14-18, il fait des croisières, expéditions en Arctique à bord de son bateau, le pourquoi pas. Et le jeune Victor, qui entre-temps s'est baptisé Paul-Émile Victor, parce que ça faisait 13 empereurs romains, c'est mieux que Paul Victor ou Paul-Eugène Victor, donc Pève, va convaincre le commandant Charcot, qui est un peu le père pas de substitution, un père spirituel, qui va le prendre sous son aile et qui va l'emmener et le déposer dans cette région que j'ai fréquentée nombreuses reprises, de cette côte orientale du Groenland, la région d'Ammassalik. On va finir justement l'émission avec vous et par rapport à Paul-Émile Victor, bien entendu. Sa plus grande découverte, sa plus grande réalisation à ce moment-là, ça a été quoi? C'est de s'approcher de ces gens-là et de les connaître à ce point-là? Je pense que sa plus grande découverte sur sa première expédition, on est en 1934, c'est de comprendre qu'il est complètement à côté de la plaque. C'est qu'il a plein de désirs. Il emmène 3 camarades, il a du matériel d'enregistrement, il a la prémonition de savoir qu'il faut vulgariser tout ça, donc il recrute un caméraman déjà avec les caméras belles qui vont permettre aujourd'hui, de saisir, etc. Avec ses camarades d'expédition, mais comme toutes les expéditions, il y a de l'ego, il y a des tirages, puis entre ce qu'on est sur le terrain et ce qu'on dira qu'on est après, il y a un décalage, mais ça c'est l'histoire de la vie. Comment on le sait, ça? C'est par les courriers, Oui, quand on est biographe, en fait, j'ai accès à tous les courriers, et puis il y a eu des grosses histoires de jalousie, mais ça, dans toutes les expéditions, c'est ça. Et Paul-Émile, par contre, va beaucoup travailler, beaucoup dessiner, beaucoup prendre de notes, beaucoup se déplacer. C'est peut-être pas le plus fort sur le terrain par rapport à son collègue suisse, Michel Pérez, géologue, qui est beaucoup plus effacé, plus discret, mais qui est, je pense, beaucoup plus sportif, qui est beaucoup plus montagnard, qui sait mieux lire les choses, donc il s'appuie dessus. Son autre compère, Robert Gessin, là, c'est un peu la compétition entre les deux. Et d'ailleurs, Robert Gessin finira directeur du Musée de l'Homme en voulant toute sa vie à Victor de recevoir autant de lumière et d'être médiatique et pas lui. Et puis le Fred Matter Stevenier, qui est le caméraman, mais qui va faire cette expédition. Et dès que les expéditions ils vont rentrer sans un sou, vraiment, c'est difficile quand ils rentreront un an plus tard. Lui, il va devenir cinéaste d'expédition et il partira avec d'autres.
D'accord. 1 an quand même, ça dure. C'est un hiver, ouais, c'est 1 an. Alors ils sont dans une maison, ils vivent dans le comptoir d'Ammassalik, où les Danois commencent à sédentariser les Esquimaux, les Inuits. Il apprend la langue, il fait des enregistrements de chants. En fait, ce qu'il veut faire, c'est saisir cette civilisation qu'il va appeler la civilisation du phoque. Imaginez-vous que les Inuits, les Esquimaux d'Ammassalik, il n'y a pas de chants, il n'y a pas d'animaux domestiques. Ils n'ont survécu jusque-là que grâce à la chasse aux phoques, à la pêche l'été, et en exploitant la peau du phoque pour se vêtir, la graisse du phoque pour se chauffer, pour s'éclairer, etc. Donc c'est une civilisation que Paul-Émile va nous faire connaître. Parce que les mots kayak, les mots anorak, on les lui doit. Et cet attrait pour les igloos, pour cette civilisation qui est quand même très éloignée de notre histoire. Et Paul-Émile Victor va saisir tout ça, mais là c'est un film façon Hollywood ou Netflix, c'est que ces carnets, il va en faire un récit grand public, boréal et banquise, et le récit scientifique, ces carnets vont s'évanouir, vont être perdus, et il ne les retrouvera qu'à ses 79 ans. Et pendant, allez, on va dire, de ses 30 à ses 79 ans, ses pairs lui diront « Vous n'êtes pas un scientifique, Victor, vous n'êtes qu'un battleur, vous n'êtes qu'un homme de médias ou un entrepreneur d'expédition polaire mécanisée, mais vous n'avez jamais été ethnologue, vous mentez. » Et à 79 ans, moi j'aime cet homme pour ça. Il va retrouver ses carnets, et quand il retrouve ses carnets, faire avec Joël Robert Lamblin, qui est la jeune ethnologue du moment, qui connaît les Inuits et les Esquimaux, et publier 2 tomes, La civilisation du phoque. Et dans le carnet de bord de Paul-Émile Victor, il dit qu'il est touché parce que à l'inauguration d'une expo au Musée de l'Homme, Claude Lévi-Strauss l'a apostrofé et lui a dit « Alors, enfin Victor, vous êtes un des nôtres. » Donc c'est touchant. Ça, c'est la classe, la grande classe. On sait à peu près combien d'Inuits En 1884, on découvre 417 Inuits qui vivent sur la côte orientale du Groenland. Le peuplement du Groenland, on le date évidemment bien avant la naissance du Christ. C'est l'histoire des migrations, des chasseurs. Ils viennent du détroit de Bering. Ils suivent, en fait, en fonction de la glaciation, en fonction du gibier, ils suivent le trait de côte nord-canadien. Ils traversent et ils s'établissent sur la côte ouest du Groenland, et ils vont descendre au sud, où même des Vikings vont s'établir. C'est une autre histoire avec Éric Le Rouge. Je pourrais vous en parler pendant des heures. D'où Groenland, Greenland, la Terre verte, parce que Éric Le Rouge en avait fait un argument marketing, alors que c'est la Terre la plus blanche qui existe. Et on suspectait qu'il y avait peut-être des Esquimaux, comme on disait, sur la côte orientale, mais on ne savait pas. Et puis il y a un explorateur, ethnologue danois, Gustav Holm, qui va se dire, mais on est avec nos grands bateaux, si on utilise les kayaks et les canots, les oumiaks, peut-être qu'on va franchir la barrière de glace, parce que sur la côte est, vous avez la banquise qui se morcelle l'été, qui dérive et qui empêchait d'y accéder. Et beaucoup d'explorateurs se sont cassés les dents. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.